Ce vidéoclip produit par l'École polytechnique fédérale de Lausanne fait partie de son cours d'introduction à l'information, à la communication et au calcul. Il s'inscrit dans le 3e module de ce cours qui porte sur le fonctionnement et la sécurisation des systèmes informatiques. Le présent clip de cette série conclut sur les réseaux en donnant un bref aperçu du genre de réseaux qui ont vu le jour depuis leur avènement dans les années 60. Les réseaux informatiques remplissent essentiellement 3 rôles différents et complémentaires. L'information vitale à la société moderne est souvent stockée et traitée en des endroits différents. Donc les réseaux jouent un premier rôle, ils sont essentiels pour permettre aux ordinateurs traitant l'information de communiquer avec des ordinateurs stockant l'information. Il s'agit dans ce cas de communication de machine à machine. L'information vitale à la société moderne est aussi souvent stockée et traitée loin des utilisateurs qui en ont besoin. Le second rôle des réseaux est donc essentiellement de permettre aux utilisateurs qui en ont besoin de communiquer avec les ordinateurs qui stockent et détiennent l'information pour eux. Il s'agit dans ce cas de communication entre utilisateurs et machines. Enfin, l'information vitale à la société moderne est normalement stockée et traitée par et pour une multitude d'utilisateurs. Les réseaux sont donc essentiels pour permettre aux utilisateurs qui produisent de l'information de communiquer avec ceux qui vont la consommer et l'utiliser. Il s'agit dans ce cas de communication d'utilisateur à utilisateur. Dans la nuit des temps informatiques, nous parlons des années 1945 à 1970, les processeurs mémoire centrale et mémoire morte étaient tellement onéreuses qu'il était exclu que chaque utilisateur ait un ordinateur personnel. Toute l'informatique était concentrée dans des centres de données qu'on appelait parfois glass houses parce que leurs propriétaires les exhibaient dans de vastes cages de verre. On les appelait aussi light dimmers parce que leur mise en service pompait tellement de courant que les lumières baissaient dans les environs. Les utilisateurs de ces centres devaient aller déposer leurs programmes et leurs données sous forme de cartes perforées et reprendre bien plus tard leurs résultats sous forme imprimée. Le chargement des programmes et des données, leur stockage sur mémoire de masse, le traitement des données par les programmes ainsi que l'impression des résultats étaient entièrement effectués par les gigantesques et coûteuses machines des centres de données. Ce n'est que vers 1970, à l'avènement des tout premiers réseaux, que les utilisateurs ont reçu des terminaux dépourvus de la moindre mémoire ou du moindre processeur pour pouvoir soumettre leurs requêtes et recevoir leurs résultats à distance sans se déplacer jusqu'au centre de données. Les terminaux étant dépourvus de mémoire et de processeur, tout le traitement des entrées-sorties des utilisateurs, le côté front-end, les applications et la gestion des données, le côté back-end, se faisait au centre de données proprement dit. Vers 1975, les centres de données de plus en plus importants ayant vu le jour, un désir et un besoin de les interconnecter pour leur permettre de communiquer ont émergé. Ainsi sont nés les premiers réseaux de machine à machine qui utilisaient initialement des modems sur des lignes de téléphone capables de transmettre progressivement de quelques centaines à quelques milliers de bits par seconde. La partie front-end d'une application pouvait se trouver sur un centre de calcul alors que la partie back-end correspondante pouvait se trouver sur un autre centre de calcul. Vers 1980 sont apparus les premiers ordinateurs personnels, les PC. Cette révolution a rapidement vu s'opérer un changement considérable dans la façon dont les réseaux ont été utilisés. Les terminaux dépourvus d'intelligence ont progressivement disparu. Ils ont été remplacés par des ordinateurs personnels qui, dans un premier temps, étaient utilisés soit pour communiquer avec les centres de données en simulant des terminaux, pour continuer à bénéficier de toutes les applications qui avaient été conçues pour cela, soit pour du traitement de texte ou de la tabulation de données locales. L'intérêt d'échanger par mail des données locales au PC a cependant rapidement encouragé une restructuration des applications telles que leur cœur et leur back-end gérant les données stockées dans les centres de données sont restés l'apanage de ces centres, alors que la partie front-end, l'interface de ces applications vers les utilisateurs, a quitté les centres de données et s'est déployée vers les PC. Ainsi s'est développé le paradigme encore omniprésent
des réseaux clients-serveurs, où les PC, c'est-à-dire les clients, supportent le travail de saisie des données et d'affichage des résultats et ont à leur disposition une panoplie de méthodes logicielles pour échanger fichiers, courriers électroniques, etc. avec les serveurs qui ont été relookés en centre de données. Vers le milieu des années 80, le paradigme des clients-serveurs a lui-même subi une évolution similaire à celle subie 10 ans plus tôt par les centres de données originels. Exactement comme il s'est avéré désirable vers 1975 de connecter les centres de données entre eux, il s'est avéré désirable vers 1985 de permettre aux serveurs relookés du paradigme client-serveur de communiquer entre eux, non seulement pour échanger des données, mais aussi pour se répartir les charges de travail, se seconder, se compléter l'un l'autre et harmoniser leurs fonctions respectives pour les intégrer dans des applications vastes et complexes, impliquant une multitude de composants matériels et logiciels distribués de par le monde. Ainsi est né un premier paradigme de traitement distribué. Vers la fin des années 90, un nouveau et important paradigme a vu le jour, celui des réseaux de pair à pair, d'égal à égal ou de client à client. Depuis les débuts des courriers électroniques dans les années 70, les utilisateurs ont utilisé des réseaux pour communiquer entre eux. Mais ces communications se faisaient par l'intermédiaire de serveurs, des serveurs de courrier en l'occurrence. Dans le paradigme pair à pair, en anglais peer-to-peer, la notion de serveur intermédiaire s'estompe fortement, voire complètement. Un serveur est parfois impliqué dans l'établissement de la connexion entre clients, mais une fois la connexion établie, le serveur se retire du jeu et les clients communiquent directement, comme dans les réseaux de communication téléphonique, qui passent aujourd'hui presque toujours par l'Internet et sont le plus bel exemple de réseaux pair à pair, comme par exemple les applications telles que Skype, WhatsApp, etc. Un autre type de réseau pair à pair, moins respectable que la téléphonie, est représenté par une série de réseaux d'échange de fichiers. En soi, ceci n'a rien d'offusquant, sauf que les fichiers distribués par ces réseaux sont souvent des copies illégales ou piratées de clips musicaux ou vidéos. De tels réseaux ont adopté le paradigme pair à pair précisément pour éviter de devoir stocker de tels fichiers illégaux sur des serveurs centraux qui peuvent facilement être identifiés, localisés, déconnectés du réseau et poursuivis juridiquement pour violation de droits d'auteur ou autres chefs. Dans de tels réseaux pair à pair, les fichiers sont stockés sous forme de multiples copies ou fragments de copies, distribués et échangés librement entre des dizaines, voire des centaines de milliers de clients de par le monde, rendant bien entendu irréaliste l'idée de tous les déconnecter et les poursuivre juridiquement. La seconde moitié des années 90 a aussi vu l'avènement d'un paradigme important pour son époque et toujours bien présent, quoique dormant aujourd'hui, celui de la toile originale, World Wide Web, rétrospectivement désigné sous l'expression Web 1.0. Ce paradigme a en effet représenté une évolution fondamentalement bénéfique, bien que se résumant en quelque sorte à un pas en arrière. À l'origine des réseaux de terminaux, toute l'informatique était l'apanage des centres de données. L'avènement des PC et du paradigme client-serveur a bouleversé cet univers bien réglé où les centres de données décidaient, possédaient et contrôlaient tout. Tout d'un coup, les utilisateurs pouvaient acheter leur propre PC et dicter aux centres de données ce qu'ils attendaient des serveurs. Par ailleurs, l'entretien et le dépannage par les centres de données d'un zoo toujours plus chaotique d'applications diverses sur des PC très différents les uns des autres a commencé à coûter très cher. Le paradigme client-serveur a commencé à trouver ses détracteurs dans les centres de données qui ont cherché des solutions visant à unifier, homogénéiser et brider le nombre et le choix des applications sur les PC. L'invention de la toile au CERN à Genève au début des années 90 a amené une solution de rêve à ce problème. La technologie de la toile allait permettre de limiter les PC à une seule application, le navigateur, et la toile ferait le reste, mettant à disposition des PC toutes les données du monde entier à travers une seule application définie par les règles de la toile. Il suffisait d'insérer entre les PC et les serveurs d'antan des serveurs web traduisant les langages des anciens serveurs
en le seul langage de la toile et le tour était joué. Ce paradigme a rendu d'immenses services et ne disparaîtra probablement plus jamais. Nous l'employons tous chaque fois que nous cliquons sur un lien sur la toile. Le problème de cette solution miracle est qu'elle offre un nouveau modèle de paradigme pour la communication machine-utilisateur, mais n'apporte aucune solution à la question pérenne de la communication de machine à machine pour le traitement d'applications complexes constituées de multiples fragments de logiciels tournant sur une multitude de serveurs distribués de par le monde. Cette question a trouvé sa réponse vers les années 2000 en la technologie dite Web 2.0, une extension de la technologie de la toile Web 1.0 permettant à des serveurs de communiquer non seulement avec des utilisateurs clients, mais aussi avec d'autres serveurs, tout en restant dans le cadre général des technologies de la toile Web 1.0. Ensemble, les technologies Web 1.0 et 2.0 permettent aujourd'hui de traiter de façon intégrée toutes les communications machine-utilisateur, machine-machine et utilisateur-utilisateur peer-to-peer. La révolution suivante date des 10 dernières années, voire des 15 dernières années, qui ont vu s'imposer deux nouvelles révolutions. D'une part, le nombre de smartphones vendus dans le monde a dépassé le nombre de PC. Depuis ce jour, l'évolution de la toile est dominée par le besoin de servir des utilisateurs de smartphones et aujourd'hui de tablettes, bien plus que par le besoin de servir des utilisateurs de PC. Toutes les technologies Web 1.0 et 2.0 évoluent maintenant vers ce paradigme du client mobile, machine-utilisateur, machine-machine et utilisateur-utilisateur, mais où utilisateur ne signifie plus PC, mais bien tablette ou téléphone portable. D'autre part, on a assisté à l'avènement de ce qu'on appelle le paradigme du cloud computing, c'est-à-dire le traitement dans le cybernuage, qui se conjugue parfaitement et renforce même l'avènement des téléphones mobiles. Les lois physiques ayant pratiquement mis un terme au doublement de la vitesse des circuits intégrés tous les 18 à 24 mois, la seule façon de continuer à doubler la capacité des processeurs à la même fréquence est de doubler le nombre des processeurs par circuit intégré. Mais si un tel doublement sert bien les serveurs qui savent toujours que faire de processeurs supplémentaires, il sert moins bien les clients, surtout les clients mobiles, qui ont une taille et une alimentation électrique par batterie limitées. Avec ces développements technologiques, il redevient de plus en plus rentable et effectif de reconcentrer tout le traitement d'applications dans de gigantesques centres de traitement de données, parfois appelés lights out, parce que déserts et sombres pilotés à distance, observer pour comprendre la mutation représentée ci-contre. Ces centres de données planétaires sont complètement intégrés à l'infrastructure informatique globale, le cybernuage, et ne laissent au client portable que le rôle d'interface utilisateur. Les paradigmes mobile et cloud se renforcent mutuellement en ce que le cloud, qui capitalise sur le nouveau rapport performance-coût des avancées technologiques, et les postes mobiles qui se débarrassent de la charge applicative au profit de serveurs centraux, se retrouvent réunis en un modèle qui rend le contrôle des données et des applications importantes aux infrastructures centrales du cloud. Quelle application mobile sérieuse peut en effet encore se passer du cloud? La plupart requièrent au moins de massives données centrales constamment actualisées, par exemple Google ou un traitement en ligne trop lourd pour un portable. Le paradigme résultant est que les clients mobiles sont certes bien plus intelligents et bien plus puissants que les terminaux d'antan, mais ils sont aussi moins puissants que les postes de travail conventionnels et immobiles. Comme les terminaux d'antan, ils délèguent une grosse partie de leur charge de travail au cloud, qui est certes distribué et lui aussi bien plus puissant que les centres de données d'antan. Mais ils jouent en fait le même rôle central, à une échelle cette fois planétaire. Cette planche résume cette évolution des trois types de réseaux. En bleu, les réseaux utilisateurs-machine, en rouge, les réseaux machine-machine et en vert, les réseaux utilisateurs-utilisateurs. Les paradigmes en caractère italique léger méritent certes d'être mentionnés pour leur importance historique, mais ont aujourd'hui disparu ou été marginalisés. Les paradigmes en caractère ordinaire sont encore tout à fait d'actualité
Les paradigmes en caractères gras et soulignés sont la norme actuelle, les 3 premiers, et encore en évolution, le dernier. Les flèches remontant au paradigme originel symbolisent le fait qu'en dépit d'évolutions technologiques aussi profondes qu'impressionnantes, des paradigmes modernes sont en fait revenus, sous d'autres déguisements, au paradigme original pour une série d'avantages qu'il présentait. La partie droite de cette liste historique établit un parallèle entre ces paradigmes et l'évolution de l'Internet, dont l'ancêtre l'ARPANET fut allumé le 29 octobre 1969 pour connecter 4 ordinateurs dans de grandes universités américaines. L'Internet a émergé sous ce nom dans le courant des années 80, la toile au début des années 90, et comme on dit, the rest is history. Aujourd'hui, on ne compte plus le nombre et la variété des applications ou apps disponibles sur Internet. Certaines manipulent un seul type de données, texte, graphique, images, animation, audio, vidéo, etc., alors que d'autres manipulent tout indifféremment. Certaines offrent une connectivité 1 à 1, alors que d'autres permettent à un émetteur de communiquer simultanément avec plusieurs récepteurs, par exemple les mails, les blogs, etc., ou elles permettent à tout le monde de communiquer avec tout le monde, tels que les chats, les Skype, les wikis, les réseaux sociaux, etc. Certaines apps communiquent de façon synchrone, c'est-à-dire en temps réel, comme par exemple au téléphone, alors que d'autres sont asynchrones, comme les mails. Certaines enregistrent tout ce qui se passe dans un journal, un log, alors que d'autres ne le font pas. Certaines laissent les producteurs d'informations la pousser, c'est ce qu'on appelle le modèle push, par exemple les spams, alors que d'autres laissent les consommateurs l'attirer, le modèle pull, par exemple le RSS. Certaines permettent ou exigent même une réplique locale des données, d'autres pas. C'est le cas justement de la comparaison entre POP et IMAP pour les mails. Certaines offrent une possibilité de contribuer à la structure et l'indexation de l'information, par exemple Delicious, Wikipédia, Google, etc., alors que d'autres ne le permettent pas. Enfin, certaines offrent une possibilité de voter ou de décider collectivement, par exemple Doodle et SurveyMonkey, alors que d'autres ne le permettent pas.